mon grand-père était au canal, mon père a été pris, il a fait sa carrière. Deux de mes frères, quand ils ont eu 20 ans, sont rentrés aussi au transit. Et mon frère Victor, l'aîné, a été responsable, était sous-chef de gare à la gare de 133 vers la fin de la guerre. Et chose curieuse, son chef de gare, c'était le père de Claude François. Moi, j'étais un enfant d'une famille nombreuse, content comme tout, avec une maman extraordinaire. Des frères, on avait une vie extraordinaire parce que on était dans la vie des gares. Nous étions complètement autonomes. Dans les années 1930, comme je disais tout à l'heure, les routes n'étaient pas faites et le ravitaillement alimentaire ne se faisait que par la voie maritime. À l'époque, par un remorqueur à 2 cheminées, ce qui était rare, à 2 chaudières. Et la marquise de Vauguier venait souvent distribuer, faisait ce voyage jusqu'à Ispalia. Je ne sais pas si elle remontait jusqu'à Port Saïd pour nous apporter l'alimentation. Mais très vite, moi, j'étais, après ma vie au canal, maintenant, absolument fasciné par l'intelligence de la conception du canal, soit par de Lesseps, soit par ses ingénieurs. Vous êtes ingénieur, vous? Oui, je suis ingénieur, et il y avait une intelligence et un savoir-faire à l'époque qui était absolument extraordinaire, que je n'ai pas perçu sur le champ, que je perçois maintenant, alors que j'ai dans la tête d'autres projets. En particulier sur le plan de la géométrie. Il a eu le problème du canal, c'était de trouver une zone dépressionnaire où le creusage devait être le plus faible possible. Et il a trouvé ça à environ 150 km du Nil, d'une manière parallèle au Nil, mais dans une zone entièrement désertique, absente d'eau douce. Donc sa première préoccupation à l'époque a été d'alimenter cette zone en eau douce. Et là, on va revenir sur le procédé que les géomètres ont réussi, parce qu'ils avaient aussi l'inquiétude de différence de niveau, bien que c'était absurde, entre la Méditerranée et la mer Rouge. Mais le Caire, le niveau du Nil au Caire était à 25 ou 28 mètres au-dessus du niveau des mers Rouges. Et il a réussi, avec ses 28 mètres, à tracer un réseau de petits canaux extrêmement simple. Donc je reviendrai là-dessus. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que si les pharaons ou les rois, etc., avaient réussi à faire la même chose dans d'autres zones du Nil, l'Égypte pourrait être un des premiers producteurs alimentaires du monde. Bon, je reviendrai là-dessus. Donc ça, à l'époque, je ne m'en rendais pas compte. Mais ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'était le climat. Parce que le climat d'été est extrêmement doux, bien que les nuits soient froides. On n'avait pas de chauffage dans les maisons. On avait des maisons extrêmement bien construites. L'architecture des gares à l'époque était extraordinaire. On avait un logement du chef de gare, un logement du sous-chef et le logement des matelots dont le rôle à l'époque était l'intervention pour le transit pour faire les croisements du canal. Parce que dans les années 1930, le croisement dans les tranches de canal n'était pas possible. Il fallait que les bateaux se garent. C'est pour ça que d'ailleurs les gares se sont appelées les gares. Et se garaient. Le canal à l'époque, il avait un chenal d'une largeur de 80 mètres, autour de 10 ou 12 mètres de profondeur. Après, il a augmenté progressivement. Mais le plan d'eau était de 150 mètres, c'est-à-dire vous avez ça dans les profils du canal, et pour l'amortissement des vagues, et puis pour le problème du franchissement d'un bateau dans une section d'eau faible. Parce qu'il y avait le chenal, il y avait des berges en pente douce comme une plage,
Et il y avait des perrets qui étaient des maçonneries faites, qui n'ont pas été faites d'ailleurs tout à fait au début, parce que les vagues ravinaient les bords et il y avait des effondrements de salles, et ils ont ensuite maçonné rapidement. À partir de 1940, même avant, 37, 35, 36, les perrets étaient déjà faits. Et ça a beaucoup protégé les berges. Mais le gros problème du canal était que la navigation d'un bateau du canal, c'est que les bateaux étaient larges. Il y avait des bateaux jusqu'à 20 mètres, 15, 20 mètres de largeur, avec des tirants d'eau de 10 mètres. Ce qui, sur la section du canal, était une grosse section. Et le problème du pilotage, qui a d'ailleurs été un des trucs un peu ridicules lorsqu'il y a eu la nationalisation, lorsque les Français ont dit toujours ils n'arriveront jamais à piloter les bateaux, alors qu'il y avait une technique particulière, surtout pour les courbes. Il y avait peu de courbes, mais parce que le problème technique était le suivant, c'est que dans une section, si vous la bouchez par un tube, vous la bouchez par un bouchon qui se déplace, le bouchon, il prend la moitié ou les trois quarts de la section, il ne peut avancer que si l'eau qui est de part et d'autre recule. Il n'y a plus assez de section. Si bien que quand un bateau avançait, il créait un courant contraire à son passage et des différences de niveau, et ces différences de niveau étaient raviner les berges. Enfin, ça, c'est bon. Mais ça avait une autre conséquence aussi, c'est que vous êtes peut-être un peu marin, non? Vous avez fait du bateau? Moi, je suis un passionné de bateau à voile. Quand je suis rentré en France, je me suis occupé de l'école du centre nautique des Glénans. J'ai été président du centre nautique des Glénans pendant des années. J'ai fait... C'est une référence. et déjà, à l'époque, je me suis fait un petit bateau là-bas, j'ai navigué, j'ai des photos de ça, moi-même sur le canal, et j'ai beaucoup étudié les vents du canal. Le canal avait une particularité sur le plan des vents, c'est que dans toute la partie d'Égypte, comme le canal, était baignée de vent du nord, qui se levait vers 10 heures du matin et qui, à la tombée de la nuit, diminuait en intensité. Mais ces vents n'étaient pas des vents côtiers comme un vent solaire, étaient une déviation des vents des alizés qui ont permis aux pharaons de l'époque de naviguer sur le Nil, parce que la navigation sur le Nil était faite par des felouks, que vous avez dû voir, qui étaient des bateaux qui ne pouvaient pas remonter au vent, c'était des bateaux à fond plat, avec d'énormes gouvernails, parce qu'ils partaient du nord au sud avec les vents du nord, et ils revenaient avec le courant du Nil. Mais ils revenaient avec le courant du Nil en se mettant bout au vent, je veux dire, vent arrière, et le farlage, c'est-à-dire la poussée du vent sur un bateau sans voile, leur donnait une petite vitesse qui, grâce à leur énorme safran, leur permettait de se positionner à droite ou à gauche, et ils se laissaient remonter comme ça en marche arrière jusqu'en France. Et grâce à ça, ils ont pu transporter les énormes blocs de ciment qui ont fait les pyramides et d'autres trucs. Et au canal, nous avions la même chose, qui ont permis pour moi de monter des petites expéditions de voile, en sachant que le vent allait se lever le matin, s'arrêter le soir. Oui, c'est bon. Et alors, ce qui était extrêmement intéressant dans la méthode de vie de ces gars, c'est qu'on était une espèce de communauté. Et le système, je reviens au ravitaillement, à l'autonomie que nous avions. De Lesseps avait fait un petit canal d'eau douce qui partait du Nil et qui arrivait à Ismaïlia, sans écluse, sans pompage, uniquement par gravité.
est pratiquement droit, pratiquement droit. Moi, j'ai fait ce voyage-là souvent en bicyclette le long. Arrivé à Ismaïlia, il avait fait 2 petits autres canaux qui étaient environ 1 kilomètre parallèles au canal et qui allaient un vers Port Saïd, l'autre vers Suez. Et à partir de ces canaux, ils avaient fait des petites rigoles qui n'étaient pas plus larges qu'1 mètre, d'une profondeur d'1 mètre, qui alimentaient chaque gare tous les 10 kilomètres. Au début, ce réseau d'irrigation ne servait qu'à alimenter les villes de Port Saïd, Suez, etc. Mais très vite, les gens, les fellahs du coin se sont accrochés, incrustés à côté, et eux-mêmes, par des petites norias et des petits trucs, sont mis à arroser les champs voisins, uniquement par gravité, par des petites rigoles qu'ils faisaient dans le sol, d'une manière aussi toujours gravitaire. Mais ils avaient quand même utilisé les norias à godet ou des choses comme ça. Ce qui fait que, très rapidement, dès 1937-38, mes parents avaient financé des indigènes pour végétaliser des champs. Et à partir de là, nous avions tous les légumes, des arbres fruitiers, des animaux de basse-cour, etc., même des vaches. On avait notre lait quotidien. On a été élevé au lait de Gamousse et à l'eau du Nil. Et en plus, l'intelligence de Lesseps, c'est que cette eau était une eau extrêmement dangereuse. D'abord, on avait le régime des moustiques, on a tous eu les malarias. Mais malheureusement, à l'époque, les malarias là-bas étaient du régime vous savez qu'il y a deux types de moustiques et de paludisme. Il y a celle qui est le falciparum, la moustique qui donne une malaria extrêmement dangereuse et qui est mortelle, et l'autre qui est chronique, que l'on arrive à surmonter même sans quinine, mais avec des fièvres très difficiles. Moi, je me souviens de mes périodes d'enfance, des fièvres extrêmement importantes. Mais en plus de ça, les eaux du Nil avaient un autre défaut, c'est qu'elles généraient une maladie qu'ils appelaient la biliardose. Et cette maladie-là, nous avions que de l'eau du Nil. Il nous fallait donc nous alimenter. C'est là où le génie des ingénieurs est extraordinaire. C'est qu'ils ont fait un bassin de décantation. Ces petites rigoles remplissaient un bassin de décantation. On avait une éolienne du type de celle des éoliennes que vous voyez dans tous les Far West, les anciennes éoliennes à pompe à eau, qui remplissaient un château d'eau. On avait de l'eau sous pression dès les années 1930 au robinet dans nos maisons, alors que beaucoup de maisons en France à l'époque n'en avaient pas. Et il y avait une première décantation, probablement un premier traitement chimique dont je ne me souviens pas, mais moi je le connais depuis parce que je l'ai fait dans des piscines. Et on arrivait avec une eau claire qui était en gros débactérisée, mais qui avait encore le germe biliardose. Et l'Institut Pasteur de l'époque avait mis au point ce qu'ils appelaient des filtres Pasteur. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. J'en ai fait à Marseille. Vous en aviez à Marseille, qui étaient des petites ogives de céramique. Et notre eau arrivait donc sur, je vois encore le robinet au-dessus de la glacière avec le filtre Pasteur, et ce n'était que notre eau consommable. Toutes les autres eaux étaient directement après décantation et simplement traitement chimique. Et donc, on avait créé une espèce d'autonomie. La seule chose que nous n'avions pas, c'est le pain, parce que on avait du pain, mais à l'époque, les boulangers, ils savaient faire du pain qui tenait plusieurs semaines. Dans les années... en 1947, j'ai fait des campagnes de pêche au thon dans des tonniers de Concarneau. On est parti 6 semaines avec des grandes miches de pain. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Et le pain s'est conservé frais pendant 6 semaines dans les tonniers. On avait ces genres de grands genres, ces grands pains de campagne.
Donc on avait une vie extrêmement sympathique parce que tout le monde, il y avait une communauté, les soirées, les journées chaudes, on se calfeutrait en été dans des maisons à partir de 2 heures de l'après-midi, tout était fermé, on faisait des siestes. Mais le soir, on était un peu comme les Espagnols. On allait se mettre le long des rambardes qui protégeaient des différences de niveau du canal, l'ensemble des familles, souvent les voisins et autres, et on passait nos soirées à discuter ou à chanter d'une manière extrêmement agréable. Et moi, qui étais enfant à 7, 8 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, je croyais que c'était ça le bonheur et que j'allais vivre. Comment faisiez-vous pour être scolarisé? Alors, on était pensionnaire interne chez les collèges des pères jésuites. Je me souviens d'un père qui s'appelait Jubert, d'un autre qui s'appelait... il y avait encore... Ils étaient très aristos à l'époque, les jésuites. Ils avaient tous des noms de Mesama. Il y avait toute une série de gens qui étaient pas... Des enseignants extrêmement bien, un professeur de philosophie qui s'appelait Contasso, qui était révolté à l'époque contre Picasso, c'était le début. Enfin, bon, on vivait interne et on avait les périodes de vacances. Et mon père venait nous chercher. Interne dès le collège, dès les petites classes? Oui, dès là. Là, ma mère était très possessive, elle voulait nous mettre très tard. Et je me souviens que quand il a fallu que je rentre à l'école, j'avais 7 ans. Et le recteur avait dit, il venait souvent, c'était des lieux de... les gares étaient souvent des lieux de, comment dire, un peu touristiques pour les Quérotes. Parce qu'ils venaient, on prenait les bains de mer, c'était surtout dans les périodes normales de beau temps. Et là, le recteur avait dit à ma mère, il a 7 ans, il faut le mettre l'année prochaine en 8e. À 8 ans, en 8e, c'est bien. Puis finalement, je suis rentré à 9 ans en 9e. Moi, je trouvais que c'était la même chose. Mais au bout de quelques mois, je suis tombé malade, j'ai fait une rougeole et puis cette infection. J'ai été hospitalisé au Caire pendant quelques temps. Et à partir de 10 ans, elle m'a repris et je suis resté au canal tout seul, à recommencer à marcher, etc. Et il m'avait appris à lire. J'ai appris... les cours Atmer? Comment? Vous suiviez les cours Atmer? Je ne sais pas si ça existait à l'époque. Les cours Atmer. Quand j'étais étudiant. Vous êtes bien débrouillé. Vous avez atterri à Sainte-Geneviève. Enfin... Alors, de là, je suis rentré à 15 ans en 5e. C'était pas en avance. Mais j'ai fait quand même mes études. J'ai fait du latin, j'ai pas réussi à faire du grec. Là, j'ai abandonné très vite. Et puis l'arabe non plus. Ma langue maternelle était le français. Dans la famille, on était nos langues maternelles français, bien que d'origine orientale. Le premier qui était sur le canal était français? Non, c'était un oriental, mais on avait tous été français, parce qu'à l'époque, c'était plus ou moins des Libanais. Mais on avait tous des passeports français. Et je ne sais pas très bien comment était leur origine. Je ne suis pas remonté très loin. Alors, j'ai gardé des amis, mais très peu, parce que... Vos voisins étaient arabes ou français? Dans la gare. Non, il y avait pas de... Il y avait le sous-chef de gare de mon père. Il y avait d'autres Français, comme le père de Claude François, par exemple. Dans d'autres gares, il y avait des tas de Français. Mais il se trouve que dans notre gare, il y avait mon père, et à côté, il y avait un Italien qui s'appelait Baliano, le malheureux. Quand la guerre a été déclarée, les mots ont couru qu'il allait être... Il était italien, interné, il s'est suicidé. C'était assez extraordinaire. Mais on avait des matelots maltais, italiens, grecs, et j'ai appris toutes ces langues, pas le maltais. J'ai appris l'italien, le grec, parce qu'en gosse, on jouait ensemble, on avait tous ces trucs. Oui, donc une gare, c'était plusieurs maisons. C'était donc on pourrait dire, un capitaine de port, comme un maître de port dans avec une capitainerie, un officier qui assurait des gares de 24 sur 24
Je ne sais plus si leur quart était de 8 heures ou de 4 heures. Je crois qu'ils étaient de 4 heures. Dans la marine, en France, on fait des quarts de 4 heures, mais à 3. Là, ils faisaient les quarts de 24 heures, mais c'était peut-être des quarts de 6 heures. Mais, et les matelots, il y avait 3-4 familles de matelots qui intervenaient pour aller faire les lamaneurs, c'est-à-dire passer les amarres au bateau pour les garer quand il y avait des croisements. Et à l'époque, avant les années 40, il n'y avait pas les communications téléphoniques ni radio. Il y avait des sémaphores. Il y avait les matures qui existent encore. Quand on regarde les photos d'aujourd'hui de ces trucs, ces matures existent encore. Je ne sais plus quoi ça. Mais elles étaient distancées de telle manière qu'avec une paire de jumelles, ils pouvaient se voir d'une. Mais très rapidement, on a eu, avant le téléphone, on a eu le télégraphe américain des westerns, vous savez, qui sortait des petites bandes perforées que j'utilisais pour faire les queues de cerf-volant. Vous l'avez utilisé, pour le cerf-volant. Comment ? Pour faire des queues de cerf-volant, il y avait des kilomètres, on jouait ça. C'était assez amusant. Et alors, les communications étaient comme ça. Juste une anecdote qui a un rapport, mais si ça peut vous intéresser. On recevait donc très peu de communications. Pendant la guerre, on a eu les téléphones se sont installés probablement dans les années 38-39. Mais en 40 encore, on avait encore le télégramme associé au téléphone. Et les télégraphes ou les ordres de service arrivaient par ça, pour avoir une espèce d'écrit. Il n'y avait pas d'écrit dans les transmissions. Nous, dans la marine, si vous avez été un peu dans le milieu de la marine, et dans ma carrière, les injonctions, les ordres ou les accords verbaux étaient juridiquement des accords de droit. Même aujourd'hui, quand on revient au droit international, dans toute ma carrière, j'ai été armateur, j'ai dirigé des bateaux, j'ai fait des tas de trucs. Un ordre verbal a valeur juridique. Et lorsqu'on a un litige qui est souvent jugé par les assureurs anglais, ils considèrent que les ordres verbaux c'est valable dans l'aviation, c'est valable dans des tas de trucs, parce qu'on ne peut pas envoyer un écrit à un navire en mer, surtout un pétrolier qui a chargé 200 000 tonnes, on sait, quand il part du Koweït, on ne sait même pas s'il va décharger en Angleterre, en Espagne ou ailleurs, et on donne les ordres verbaux par radio ou par message à ondes courtes, les radios qui prenaient ça en ondes courtes, en morse. Donc, je reviens à une petite anecdote. Par exemple, il y a un jeune homme qui avait été tombé amoureux d'une de mes sœurs, et un jour, on reçoit un télégramme, et pour vous donner l'ambiance, mon père, qui était de service, il sort sur le truc, il dit « Il y a un télégramme pour Mairie ». Alors on lui dit tous à haute voix, tout le monde était là, « Ben ouvre-le, ouvre-le ». Et le gars avait envoyé « Mairie, je t'aime ». Vous voyez le truc, il y avait une espèce de truc assez curieux. Bon, tout le monde sait. Quelle est la période de la gare pour vous? Alors, la période, c'est de 1926 à 1946, pendant 20 ans. La guerre de 39-45. Alors, la guerre de 39, il y a eu des événements sur le canal. Alors, la guerre de 39-45, sur le plan guerrier, nous étions dans une zone extrêmement visée, parce que le canal est creusé dans des zones sablonneuses. Mais là où nous étions, à la gare qui s'appelait Chalouf, où il y avait une courbe, et la gare était située dans une zone où on voit la courbe qui était importante. Bon, il y avait des zones rocheuses.
Et lorsque Rommel, envoyé par Hitler, a débarqué en Libye et qu'il a commencé toutes ces batailles de Tobrouk, Marsa Matruh, etc., jusqu'à la Bir Hakeim et la Lamène, il est arrivé à... en même temps, il y avait tous les soirs une armée de bombardiers allemands que nous reconnaissions d'ailleurs au bruit des moteurs parce qu'ils avaient des moteurs diesel. Et il suffisait qu'on entende leur bruit pour qu'on aille se calfeutrer. On n'avait pas de cave, on n'avait rien, mais on avait un groupe électrogène dans le milieu de la gare. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Ce groupe électrogène était on avait du courant continu, chargé une armée de petites batteries à électrolyte dans des bacs en verre. Et ce groupe électrogène, c'était un espèce de ce qu'on appelait le bulldog à l'époque, qui était un truc assez gros. Et il avait en dessous une fosse pour pouvoir aller faire les vidanges et le traiter. Et on a transformé cette fosse en abri de gare. Et donc, tout le monde se réfugiait sous la fosse pendant les bombardements. On a été bombardés au début par des bombes qui visaient la gare. Elles nous ont toujours ratés, heureusement. La plus proche est tombée à une 50aine de mètres. Mais ils s'essayaient surtout de viser les bateaux dans le canal. Mais les bateaux ne circulaient pas beaucoup, le canal, la nuit. Et alors, ils ont changé leur objectif et ils ont décidé d'envoyer des mines qui se posaient au fond. Et au début, ça a très bien marché, qui se posaient au fond du canal. Et en général, c'était des mines. Il y a eu 4-5 générations de mines pendant la guerre. Ça a duré 2-3 ans, cette période d'avancée et recul de Rommel. Ils ont commencé par mettre des mines normales, avec des éperons qui, lorsqu'ils étaient touchés, faisaient sauter. Puis des mines acoustiques, c'est-à-dire au bruit du bateau, passaient. Ensuite, des mines magnétiques, parce que les premières, bon, elles n'ont pas été très efficaces. Les mines acoustiques, elles sautaient, mais on a trouvé tout de suite la parade. On a fait passer des vedettes rapides à toute vitesse, et les mines sautaient environ 50 ou 100 mètres derrière le passage de la vitesse rapide. Mais ils ont ensuite cranté la mine, c'est-à-dire qu'elle ne sautait pas au premier navire. Elle pouvait sauter au 10e, au 15e, au 20e. Donc, on passait des tonnes, mais ce n'était pas efficace. Après, ils ont fait des mines magnétiques. Les mines magnétiques, c'était des mines qui sautaient sur le champ magnétique créé par le bateau. C'est gros, c'est comment une mine? Une mine, c'était une espèce de sphère qui faisait de l'ordre du mètre, qui avait un détecteur de champ magnétique et qui faisait sauter une charge de 50 ou 100 d'explosifs, 100 kilos d'explosifs. Mais quand elle sautait, c'était des gros jets, hein, des jets qui sautaient plus haut que ces arbres qui font une trentaine de mètres. Et là, on a armé ils ont équipé des avions, des Beaufort, avec un énorme cercle, un solénoïde dans lequel il y avait il créait un champ magnétique et l'avion faisait des allers-retours avant de laisser passer les convois. Là aussi, ça n'a pas été efficace. Mais à ce moment-là, il y a eu un ingénieur, mais je pense que ce sont des Anglais, qui a eu des idées lumineuses et complètement cons. Toute la zone où nous étions, le Chalouf, sur à peu près une vingtaine ou une trentaine de kilomètres de longueur, maintenant moins que ça, une dizaine de kilomètres de longueur, ils ont érigé des poteaux, tous les 30 ou 40 mètres, des câbles acier avec des treuils qui, au fond le jour, on les déroulait avec des treuils, ils allaient au fond de la mer. La nuit, on levait les câbles et ils faisaient glisser des filets en disant « ça va retenir la mine qui tombe ». Elle tombait avec un parachute. En fait, ils les lançaient sans parachute, elle faisait un trou dans le filet et tombait. Alors là,
Et encore un autre épisode qui est épique, ils ont installé toute une série de guetteurs sur chacune des rives du canal, avec un petit bout de bois, un cercle et une flèche, en disant aux guetteurs, quand vous verrez la mine tomber, vous allez orienter. Et par triangulation, ils pensaient repérer la mine et aller au fond. Ça n'a pas marché, et finalement, ils ont eu, dans notre champ, il y a eu peut-être des bateaux ailleurs, mais je ne le sais pas, dans le champ, un jour, je regarde, j'étais dans la capitainerie, avec des jumelles, je devais avoir 14, 13, 15 ans, et je regardais un convoi passer, et au 14e bateau, je vois le bateau sauter, une mine sauter sur le flanc tribord du bateau, c'était pour moi à gauche, et ce bateau qui s'appelait la Georgios, ça veut dire le Saint-Georges en grec, est un pavillon grec, il a bouché le canal, et c'est resté pendant plus de 6 ou 7 mois. On a eu beaucoup de mal, parce qu'on n'a pas pu creuser, comme il était dans une zone rocheuse, pas pu creuser pour le dévier, il a fallu le découper entièrement par le plongeur. À l'époque, les techniques de découpage sous l'eau n'étaient pas très au point, mais enfin, on a réussi à remettre le canal en route. Là, je voulais vous dire pourquoi le canal était très important pour Hitler. Et c'est une des parties de l'histoire que les gens n'ont pas compris. C'est que la Russie, qui était déjà rentrée en guerre contre l'Angleterre, contre les Allemands, n'avait qu'un port en hiver accessible, c'était les ports de Sébastopol et d'Odessa, qui étaient sur la Crimée, dans la mer Noire. Et là, la sortie de la Crimée, c'était les Dardanelles. Et quand la Russie s'est retrouvée, la Russie a été énormément soutenue par les Américains, et tout l'apport de munitions, de tanks, d'avions, envoyait des tas de choses qui arrivaient dans le sens sud-nord, parce qu'ils n'avaient pas la maîtrise de l'Atlantique, les Américains et les Anglais. Ils faisaient le Pacifique, ils remontaient l'océan Indien, ils arrivaient par le canal et ils passaient du sud au nord. Ils protégeaient uniquement en Méditerranée que la zone canal vers les Dardanelles, le canal de Bosphore. Et ça a été primordial dans la guerre du canal. Donc pour eux, c'était un élément extrêmement important. En sens inverse, au début, avant le canal, avant la guerre, j'ai assisté à toute la conquête de l'Éthiopie par les Italiens, qui eux renvoyaient des bateaux ultra chargés d'hommes, énormément, quand ils ont été coloniser l'Éthiopie. Et ils ont été autorisés à traverser le canal? Les Éthiopiens, oui. Les Italiens? Oui, oui, mais ils n'étaient pas en guerre. C'était avant la guerre. Non, mais ils n'étaient pas en guerre. Ils étaient en guerre contre l'Éthiopie. Oui, mais là, ils tranchissaient et on voyait tous les Italiens passer. Et nous, on était... Est-ce qu'on aurait pu les empêcher? Comment? Est-ce qu'on avait le droit? Est-ce qu'on aurait pu les empêcher? Dans les statuts du canal, c'était je crois, une des conditions du statut, mais je ne sais pas quelle valeur juridique ça avait, c'est qu'ils ne pouvaient s'opposer à aucun pavillon. Il y avait sûrement un texte là-dessus. Oui, c'est la Convention d'Istanbul, 1888. Oui. Moi, je n'ai pas cet aspect-là, mais j'ai vu de visu... On a beaucoup reproché au canal d'avoir laissé passer les Italiens italienne de l'Éthiopie. Oui, mais ce n'est pas au canal de juger la chose. C'était aux politiques. La question est neutre. Hein. Oui. Mais ça a été un débat à l'époque. Il y a toute une... Ça, je ne le savais pas, oui. Avant la guerre. Avant la guerre. Ah oui. Le Négus a été déposé, alors qu'il faisait partie de la Société des Nations. Oui. C'était un des sujets qu'on a complètement oublié actuellement. Oui. À propos de l'Éthiopie, j'avais chez les pères jésuites un des fils
un Éthiopien qui s'appelait Mamo Tadesse, qui était une des grandes familles là-bas, très proche du Négus, qui était chez les pères jésuites, qui est resté mon ami, que j'ai même employé après la période marxiste. Il a fait 5-6 ans de cachot quand l'empereur comment il s'appelait Haïlé Sélassié a été expatrié. Il a fait de la prison pendant plusieurs années. Quand il a quitté la prison, bien après la guerre, il est revenu en France et moi je l'ai embauché dans mon équipe dans mes relations avec l'Afrique où j'ai installé beaucoup de bateaux de pêche et des tas de choses. En fait, vous-même, vous êtes un enfant du canal, mais vous n'avez pas travaillé sur le canal. Non, parce que moi... Ça vous a donné la vocation maritime. C'est là que j'ai eu la vocation maritime parce que j'ai voyé les bateaux arabes, les bateaux de pêche. C'est un sujet dont on parle beaucoup dans les autres interviews, c'est que le fait de voir passer des bateaux du monde entier, ça a développé l'envie, une conscience géographique que les Français du Massif central n'avaient pas automatiquement. Tout à fait, c'est vrai ça. Et j'ai eu le désir tout de suite de rentrer dans une école de construction navale, mais en même temps, je voulais faire de l'architecture navale pour faire des voiliers. J'étais fasciné par la Coupe América qui existait déjà, ou des choses comme ça, avec des voiliers extraordinaires de l'époque. J'ai eu d'excellents résultats au bac quand je suis sorti. À l'époque, d'ailleurs, l'ambassadeur de France, pas l'ambassadeur de France, oui, nommé par De Gaulle. Ah non, c'était après la guerre, ça, c'était en 1946. C'était Couve de Murville. Je n'ai pas retrouvé là, mais si ça vous intéresse, j'ai un livret de ma période d'études des dernières années. Il y a les noms de toutes les classes, toutes mes postes. C'est ça qu'on recherche, des choses très personnelles. Voilà. Par exemple, j'ai eu un grand prix de philosophie, j'ai eu des tas de trucs. J'étais un élève brillant. En préparation, il y avait d'autres expatriés comme vous? D'abord, encore à Paris ou déjà? Non, c'était à Sainte-Geneviève, à la rue des Postes. Oui. Déjà à Versailles? C'était à Versailles, oui. C'était très sévère à l'époque. C'était un régime militaire, levé 5 h du matin, bol d'air en caleçon, hiver comme été, avant le déjeuner, messe tous les matins, déjeuner après. Enfin. Donc vous avez fait le génie maritime? Et je suis entré au génie maritime, oui. Mais j'ai fait d'abord l'école des mines, parce que comme je n'avais pas fait Polytechnique, j'ai fait les années de correspondance, 2 ans d'école des mines, qui étaient les écoles de... Et puis les applications ensuite, 2 ans de génie maritime. Le génie maritime, c'était à quel endroit? C'était rue Octave Gréard. C'était près de la Tour Eiffel, un bâtiment qui n'était pas très loin d'un ancien quartier militaire où il y avait des entrepôts de tanks, de canons dans le coin là. Un domaine qui vient d'être... Il y a eu les archives de la marine à un moment. Comment? Il y a eu les archives de la marine. On avait un magnifique petit bâtiment qui était dans la rue Octave Gréard, qui est une des rues perpendiculaires à la rue de Suffren et aux allées du Champ de Mars. Un très beau bâtiment. Il y a encore écrit Marine nationale dessus. À l'époque, le bassin des Carènes était boulevard Victor. Je voudrais revenir un peu sur l'époque de la guerre, oui, et la perception qu'on avait sur le moment, alors qu'il n'y avait pas tellement de radio, il n'y avait pas de télévision, de journaux. Oui. D'abord, on a su après qu'Honoré Dessiennes-Dorve a constitué le premier bataillon de fusiliers militaires libres à Ismaïlia le 14 juillet 1940. Est-ce que vous en avez entendu parler ou pas? 14 juillet 1940, dès non. Le 14 juillet 1940, non. Les forces françaises libres ont défilé à Ismaïlia. Oui, mais j'avais 14 ans à l'époque. Voilà.
Je ne me souviens pas de ça. Mais par contre, nous étions en France en vacances en 1939. Et je me souviens très bien, le 28-29 août, j'ai vécu l'accord de Munich entre Éden, Daladier et je ne sais pas quoi. Et puis ensuite, etc., etc. Et je vois encore l'ordre de mobilisation générale sur les murs de Paris, cette fameuse affiche que j'ai... Quelle impression ça fait à un gamin de 14 ans? Alors là, j'avais 30... Oui, j'avais... Alors, quelle impression ça fait? Bah, je ne me suis pas beaucoup rendu compte, mais mon père avait reçu un télégramme de rejoindre immédiatement son poste. On a pris un train le soir même du 29 août ou le 1er septembre. La guerre a été déclarée le 1er ou le 2 septembre 1939. J'avais 13 ans d'ailleurs à l'époque. On a pris le dernier bateau qui a quitté la France après la guerre. On ne savait pas si l'Italie était rentrée en guerre ou pas. Le commandant, je ne me souviens plus du nom du bateau, le commandant nous a obligés à ne pas rentrer dans les cabines. On passait les nuits sur le pont avec des brassières de sauvetage. Et on a fait une escale à Alger, je ne sais plus pourquoi. Et la première chose qu'on a vue, c'était un gars qui nous montre à Alger un journal où tel paquebot avait été coulé le 1er septembre ou le 2 septembre par les Italiens. Je ne sais plus lequel c'était. Alors on a vécu quelques jours. Là, vous l'avez senti. Ça a été un truc. Donc, je me souviens de cet été de 1939. Mais vous pensiez que la guerre durerait longtemps ou pas? On ne sait pas. On a commencé les chamailleries dans la famille. Mon frère aîné était tout de suite pour... on avait suivi l'appel du 10 juin. Il y a un de mes frères qui disait le contraire, etc. Mais mon frère aîné, Victor, il a été enrôlé, et il a été enrôlé dans l'armée française parce qu'il a été nommé comme second officier à la gare de Cabrette, qui était une zone qui a été très militarisée. Cabrette était dans le centre, au début des lacs amers. Charles aussi était employé, mais lui était employé au transit à Suez. Puis mon père... À titre civil. Comment? À titre civil. En titre civil. Mon père était resté civil, c'est ça. C'est ça. Mais on avait des discussions véhémentes sur le truc, on suivait les développements de la guerre. Et comment arrivait l'information sur le canal? On écoutait sur des ondes courtes, Londres. On arrivait à entendre ici Londres, c'est boum boum boum, c'était Pierre Dac ou je ne sais pas qui. Vous l'avez entendu. Comment? Vous l'avez entendu. On entendait ça régulièrement. Comment avait-on la version du gouvernement de Vichy? Mais ça, on l'avait pas vraiment. Mais pendant un moment, avant la ligne, avant la division, jusqu'en 1940, il ne s'est pas passé grand-chose. C'est en juin 1940 que la France a été envahie. À Suez, il y avait un petit cinéma qui projetait des films américains en noir et blanc et des actualités de je ne sais plus quoi, faites par les Américains probablement. Et on avait quelques images des choses, mais on avait... Enfin, pas loin du canal, il y a eu un drame, c'est le siège de Damas, où les deux armées françaises se sont entretuées. Ça, je ne le savais pas. Pas eu d'écho. Non, pas de ça. Parce que c'était pas loin. Non, mais on a eu les échos. Le général de l'Armina s'était échappé de Damas pour partir à Brazzaville. Donc Damas a été un point fort de la lutte fratricide entre Français, quand même. Et il y a eu, on a été aussi au courant du sabordage de Toulon, de l'affaire. C'était Casablanca, que l'armée aussi qui est à Casablanca, que les Anglais, à Dakar. Mais enfin, la guerre a été pour moi, comme j'étais garçon, hein,
n'était pas qu'une curiosité. Bon, on la subissait le soir quand on était dans le souterrain, sous notre moteur diesel qui puait le gasoil. Et quand on entendait boum, vous savez, c'était pas drôle. Bon, et le lendemain dans la journée, on traversait le canal à la nage pour aller voir les trous qui étaient tombés dans le sable de l'autre côté. Et une autre chose particulière à la gare 146, c'est que les Anglais avaient installé une base militaire aérienne à 3 km à l'intérieur des terres, dans la zone désertique qui n'avait pas été végétalisée par le petit canal. Et là, il y avait quelques milliers de trucs, toute l'aviation égyptienne était basée là, parce que c'était la zone dangereuse de risque de trucs. Et mon frère, Victor, au moment de la guerre du Canal, il était à HEC, il était à Stanislas pour faire prépa d'HEC, était rentré avec nous en Égypte quand il a rapidement été embauché après. Il a eu une dizaine de camarades de classe d'HEC qui avaient 20 ans, comme lui, à cette époque, qui s'étaient enrôlés dans la résistance et qui ont rejoint d'abord Londres et qui ont été dispatchés par les Anglais dans cette base militaire de Chalouf. Et comme nous étions les seuls points qui parlaient français dans le coin, tous les soirs, ils venaient souvent, tous les soirs, les 10, on les recevait tous, les 10, les copains de mon frère Victor, à Oufé, etc., et ils nous racontaient leurs trucs. Et là, la duplicité des Anglais que je déteste, pour des raisons diverses, leur a dit, ils nous ont dit, demain on va faire une mission en Italie extrêmement dangereuse, et aucun n'est revenu. Alors ça, c'est le canal de mon enfance et de la guerre. Mais après, sur le plan géographique, mondial, économique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Qui a vraiment révolutionné le trafic entre l'Extrême-Orient et l'Europe. C'est quelque chose d'absolument génial. Qu'aujourd'hui, tous les gens qui font de l'irrigation par pompage dans les trucs, n'ont pas l'intelligence de ce qu'avaient eu ces gens-là qui n'avaient pas les moyens techniques d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des moyens techniques qui sont absurdes par rapport à leur emploi. C'est-à-dire que la force électromotrice par le courant électrique, c'est quelque chose de phénoménal. 1 kWh que nous payons 15 centimes en particulier, mais qui vaut que 5 centimes d'euros, le truc est capable de vous lever 100 kilos toutes les secondes d'1 mètre. C'est-à-dire que 1 kWh, pour reconstruire la pyramide, refaire la tour Eiffel aujourd'hui par une grue au lieu de la faire à la main, il suffirait de 20 € pour payer l'électricité de levage pour la reconstruction, c'est incroyable. Et on emploie le kilowattheure pour chauffer les maisons, ce qui est absolument extraordinaire. Et comme on a cette profusion de moyens, trucs, on essaye d'organiser le monde d'une manière absurde. Et je vous disais, ça c'est un de mes autres projets qui est conséquent. Alors, je vais vous dire quelques mots de ma carrière quand même, si ça vous intéresse, mais on peut revenir aussi. Je suis rentré quand j'ai fini le GM, je suis rentré dans le groupe, à l'époque ça s'appelait Powet, c'est-à-dire le groupe aujourd'hui Alstom,
qui était Saint-Nazaire, qui a fait les paquebots, etc. J'étais à Saint-Nazaire et j'étais délégué dans un autre chantier. Ils avaient un autre chantier à Rouen qui était à Grand-Quevilly. On faisait des bateaux de taille plus faible. Et rapidement, j'ai été chargé de faire un certain nombre de bateaux. Et j'ai fait les chantiers, comme toutes les grandes institutions, comme toutes les grandes entreprises en France, sont très mal organisés. Et ils ont un défaut, c'est qu'ils ont une telle hiérarchie autoritaire que leur ajustement aux transformations comment dire, technologiques ne se fait pas. Et au chantier de Saint-Nazaire, nous avons eu l'occasion de faire des bananiers. À l'époque, la France avait produit des tonnages importants de bananes en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays africains. Elle en produisait en Guadeloupe, mais elle n'arrivait pas à les importer parce que la durée était trop longue. Elle en produisait à Madagascar, elle n'en produisait pas. Et on a construit des bananiers. Ces bananiers-là étaient conçus en dépit du bon sens, du point de vue système de réfrigération. La banane est un fruit qu'on coupe à 40 degrés, qu'il faut ramener à 12 degrés dans quelques heures après la coupe, sinon elle se met à rentrer à mûrir. Et son mûrissement est exothermique, elle produit de la chaleur, et dans une grande cale de navire, elle avarie les bananes voisines et on les rejette à la mer. J'ai amélioré le système de climatisation de ces trucs et je me suis lancé dans beaucoup de calculs de mécanique de fluide. Je suis devenu un spécialiste. Bon. Et j'ai réussi à améliorer la performance de ces bateaux-là de 25% sur le plan de l'exploitation. Mais j'étais payé une misère. Mon premier salaire à Saint-Nazaire était de 600 anciens francs, c'est-à-dire l'équivalent de 100 € aujourd'hui. Évidemment, c'était dur. Et au bout de 3-4 ans, je leur ai dit, vous m'augmentez? Non. Et finalement, j'ai décidé de l'écouter et de m'installer comme ingénieur consultant. Et les armateurs m'ont imposé comme architecte de conception des bateaux. Et là, j'ai fait beaucoup d'argent. Enfin, j'ai fait 70 bananiers. Avec cet argent, j'ai monté un chantier de construction navale pour monter des trucs. J'ai fait énormément des choses. Et j'ai navigué énormément à travers l'Afrique. Il m'est arrivé d'avoir une... J'ai été le premier, l'inventeur des chalutiers, des premiers chalutiers congélateurs en mer, en 1965, de petites dimensions, des bateaux de 20 mètres, 25 mètres, qui pouvaient pêcher, calibrer, empaqueter. Et j'en ai vendu à Michel Adrien, qui avait une entreprise de pêche à la crevette à Dakar. Et avec ces bateaux-là, j'en ai fait 400, je les ai fait construire sous licence par d'autres chantiers. Et je les ai implantés dans beaucoup de pays d'Afrique, depuis Mauritanie, Dakar, toute la côte africaine, Nigeria, Lago, etc., Mozambique, Afrique du Sud. J'ai même été jusqu'à Port Moresby, au nord du golfe de Carpentria. Et quand j'ai fait ça, c'était dans les années 70, j'ai été dans les Émirats, etc. Le désert n'avait pas de route. Et j'ai traversé tous les déserts dans des jeeps, par les plages, dans des pistes. Et la vie que j'ai vue au canal et la vie que j'ai vue après dans les déserts m'ont amené à des conceptions nouvelles sur la végétation des déserts. Ça, c'est un autre projet que j'ai en cours. Vous avez été pensionnaire à 8 ans. Là, vous avez été pensionnaire à l'âge de 8 ans. J'ai été pensionnaire à l'âge de...
de 9 ans Ça tourne. pendant 6 mois. Avant de 3 ans à 8 ans, c'est votre mère qui vous C'est ça, nous apprenait, vivions en famille. voilà, Oui. vous viviez en famille. Oui. Vous avez été pensionnaire ensuite donc chez les jésuites. Et je suis rentré en pensionnaire. Jusqu'à la terminale. Jusqu'à la... Oui, j'ai fait une matélème à l'époque, oui. Et comment ça se passait? Qui étaient vos amis? Ah ben c'était Comment vous viviez, c'était là? assez... On avait beaucoup d'amis, c'était la vie... Ils étaient de quelle nationalité? Comment? Ils étaient de quelle nationalité vos amis? Eh bien là, j'avais souvenir que c'était très mélangé, mais quand j'ai regardé mes photos de division, là je peux vous les montrer si ça vous intéresse, essentiellement, il y avait un noir dans ma division, qui était le fils, qui était l'ancien ministre des Finances de Haïlé Sélassié, qui est devenu ministre des Finances, et ensuite mon employé. Et qui, ouais. Il y avait beaucoup. Il y avait le fils du président du Tchad qui était éboué. Il y avait un certain nombre de fils de notabilité égyptienne. Il y avait beaucoup. Des Égyptiens? Oui, il y avait des oui. musulmans, il y avait des Coptes, il y avait un peu toutes les nationalités. Et vous les voyez en Et dehors des Juifs. de l'école? Il y avait comment? Des Juifs, et vous les voyez en dehors de l'école? On s'est très vite dispersé, parce que quand on est arrivé en France, à Ginette, on avait, à part la vie de l'école, dès qu'on a commencé à rentrer dans une vie professionnelle, on s'est plus ou moins tous mariés, et à ce moment-là, les relations entre amis se sont espacées. On s'est vus quand même pendant quelque temps, mais pas beaucoup. Mais il y en a beaucoup qui ont fait des carrières intéressantes. Et comment vous pensez que la France était perçue à cette époque? La France avait un prestige énorme. Elle était considérée comme un des premiers pays du monde. Nous étions tous fiers à l'école, dans nos livres de géographie, de voir que les surfaces des pays colonies françaises étaient supérieures à celles des Américains, supérieures aux Russes, supérieures presque aux Anglais, à part les Indes. Et alors, une des choses que je peux vous dire sur la colonisation, puisque ça c'est une des choses, c'est que la France avait à cette époque, elle n'a plus à cette époque, dans sa colonisation, elle avait l'idéalisme sentimental. C'est-à-dire que c'était vraiment des missionnaires, pas dans le sens... Quoique j'ai un frère le frère de mon épouse qui est décédé il y a quelque temps, lui était jésuite missionnaire en Chine, mais tout ce que la France a fait dans les pays africains, à Dakar, à Alger, etc., était vraiment la transposition des institutions françaises. Elle a fait des instituts, un peu comme Napoléon. Elle a fait des instituts, des écoles, des routes, des hôpitaux, des trucs, des ports. Alors que quand je suis arrivé dans les années 70 au Ghana, il n'y avait rien. Il y avait 10 km de route asphaltée. À Khartoum, à la fin de la guerre, il n'y avait même pas 10 km de route asphaltée. Je suis allé à Khartoum dans les années 70. C'était complètement... Il n'y avait aucune structure administrative. Au Ghana, ça a été comme ça. Il y a un autre pays, mais ça m'échappe. Chez Sékou Touré en Guinée-Conakry, qui était un très gros connu. Là aussi, ils sont restés dans la... J'ai vécu... Sékou Touré est venu, m'avait envoyé son Premier ministre dans les années avant de mourir, deux ans avant de mourir, pour que je vienne installer des pêcheries chez lui. J'ai reçu son Premier ministre à l'hôtel Crillon. Et puis, il nous a invités, et par des amis, j'étais ami avec un petit-fils le fils du frère de De Gaulle, de l'amiral, là,
qui s'appelle Charles de Gaulle, qui est toujours vivant. Et nous avons été, Charles de Gaulle et moi, invités par Sékou Touré pour faire cette pêcherie. Et Sékou Touré avait reçu de manière truc en disant « Mes amis, Charles de Gaulle est là !» Bon, quelque temps après, il mourait. Son Premier ministre était venu, il m'avait reconvoqué à l'Hôtel Crillon. Je suis retourné le voir là-bas. 3 jours après, il a été arrêté. Puis après, je l'ai vu circuler dans la télévision locale, les mains attachées dans le dos en petits trucs. Et quelque temps après, il a été assassiné. Et puis, Lansana Kanté a pris le pouvoir. Enfin, l'Afrique de Sékou Touré, c'est quelque chose de dramatique complètement. Le Ghana, c'était la même chose. Mais ils ont eu un ministre des Finances qui est extrêmement bien, qui était Botchoué, qui a été d'ailleurs à l'ONU, qui l'a retablé dessus, qui m'avait confié la gestion de ces flottes de pêche. Enfin, voilà, il faudrait que je vous raconte ma vie, c'est très bon. Mais la France, si vous voulez, avait vraiment une vocation idéaliste avant la guerre. Aujourd'hui, ses rapports avec les pays hôtes sont des rapports mercantiles. Alors qu'ils avaient vraiment... Alors, il y avait évidemment le petit colon qui ont été peut-être un peu des esclavagistes avec les gars. Mais les gouvernements avaient quand même une vision qui était une vision idéaliste de la vie. Est-ce qu'on parlait encore des Saint-Simoniens? Comment? Est-ce qu'on parlait encore des Saint-Simoniens? Parce que cette notion de la colonisation civilisatrice était dans l'idéal saint-simonien. Enfin. Et les Saint-Simoniens étaient ingénieurs tous. Ça me dit rien, oui. Bon, mais c'est bon.